se situe en fait à la fin novembre 2018, juste après l'acte 1 des Gilets jaunes. Et déjà, après le premier samedi de manifestation, on sent une grande tension sociale dans le pays, avec le gouvernement qui est aussi très ferme sur ses positions. Et donc, on sent qu'il n'y a pas de négociation possible entre les deux parties, donc il y a une grande tension sociale dans le pays. Le contexte général faisait qu'effectivement, pour les personnes les plus sensibles psychologiquement, ça pouvait être un motif de passage à l'acte. Le vendredi soir, donc on est à la veille de l'acte 2 des Gilets jaunes, le téléphone de notre permanence sonne aux alentours de 17h. Et là, on est appelé par un détachement de CRS à Angers qui nous signale qu'il y a un individu qui s'est retranché sur une station de lavage, sur un centre commercial, et qui porte des explosifs sur lui et qui se revendique du mouvement des Gilets jaunes. Alors, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une manifestation de Gilets jaunes cet après-midi-là. Ils ont voulu mettre en place un barrage filtrant, créant... Alors, on est vendredi soir, hein, mois de novembre, novembre avancé, donc pas très loin des fêtes de Noël. C'est près d'un centre commercial, donc ça crée énormément de bouchons. Donc, il y a une autorité locale qui leur demande de cesser leur barrage. Et ce qui ne plaît pas à notre individu, il a une altercation verbale avec l'autorité de police locale. Et le ton est monté avec cette autorité police, et donc il s'est dirigé vers la station de lavage. Il avait ramené avec lui, dans son véhicule, un sac à dos équipé de plusieurs grenades. Et là, le reste du groupe des Gilets jaunes prend peur et le laisse partir et s'en va. Et appelle la police d'ailleurs, prévient la police. Nos collègues sur place, ils ont immédiatement le sentiment d'avoir affaire à quelque chose qui dépasse leurs compétences habituelles et ils font tout de suite appel au raid. Donc l'appel arrive à notre quartier général, à Bièvre, et donc je suis prévenu tout de suite et je décide immédiatement, dès que j'ai les premiers éléments d'information, d'envoyer l'équipe raid la plus proche, à savoir celle de Rennes. Et dans le même temps, le chef de raid me dit, vu le contexte social, vu le contexte politique, il faut qu'il y ait un commissaire qui aille sur place, il faut que tu y ailles, prends des gens avec toi, et il faut constituer un gros PC, quelque chose de charpenté, parce qu'il y a une situation vraiment compliquée à gérer. On se rend en direction du centre commercial Anjou. Et donc, on a un délai de route d'à peu près 1h30. Ce jour-là, les conditions météo sont déplorables. Beaucoup de vent, le crachin habituel en Bretagne. Et on se rend en direction donc, d'Angers, quoi. Il y avait énormément de circulation. C'était la tempête, il pleuvait très fort. Et en plus de cela, sur le trajet, nous avions beaucoup de perturbations du fait des mouvements des Gilets jaunes qui bloquaient des axes routiers et des ronds-points. On récolte un maximum d'informations sur ce délai de route. Il y a les collègues qui restent au bureau et qui commencent ce qu'on appelle la base arrière, hein, donc tout un travail de renseignement sur la personne qui est retranchée et l'environnement. On essaye de piocher un maximum d'informations qui peuvent nous être utiles à la négociation, et notamment ses antécédents psychologiques. Là, on avait appris justement qu'il avait été suivi au niveau psy pour des phases de dépression. Et via les réseaux sociaux, on apprend que c'est une personne qui appartient à un mouvement d'ultra-gauche et rattachée au mouvement des Gilets jaunes. Alors le premier contact se fait en fait téléphoniquement parce que justement il y a le caractère un petit peu urgent de la situation et on commence le dialogue, on établit le dialogue comme ça. Allô, bonjour, vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Je m'appelle Giacomo. Je suis en route pour venir discuter avec vous. Je serai là dans moins de 30 minutes. Vous êtes là? Ouais, je suis là. Bien. Bon, je sais que vous vous êtes écarté de la manifestation, donc que vous vous êtes isolé. J'en conclus que vous cherchez pas à faire du mal à qui que ce soit, si ce n'est qu'à vous-même. C'est pas le but. Je suis pas là pour blesser des gens. Je veux juste qu'on m'entende. D'accord, moi je vous entends, hein, et je suis là pour qu'on trouve une solution ensemble. Mais pour ça, il va falloir que vous me laissiez le temps de venir jusqu'à vous, d'accord? Vous pouvez faire ça pour moi? Ok, je vous attends.
Le premier contact dure, je dirais, à peu près une dizaine de minutes. Parce que nous, forcément, on est véhiculés, on a forcément le gyrophare, la sirène. C'est pas évident de parler. Je lui explique que je me rends sur place pour essayer de trouver une solution ensemble et qu'on puisse justement parler de cette principale revendication. On assure également à notre arrivée la relève avec notamment les effectifs de la sécurité publique et de la BAC, le collègue de la BAC qui était en relation directe avec l'individu qui était en crise. Il faut savoir qu'auparavant, il discutait déjà avec un policier primo-intervenant, donc un policier de la BAC, où il avait établi un dialogue courtois, respectueux, et tout se passait bien en fait. Et moi, j'arrive justement où je dois prendre la relève. C'est toujours des moments assez critiques puisqu'il y a du mouvement. La personne peut penser qu'on va profiter d'un moment pour lui sauter dessus et le stopper dans son action. Donc là, c'est un moment de tension assez extrême, mais que le raid de Rennes arrive à maîtriser à la perfection. Du coup, le contact se reprend bien entre le négociateur et la personne en crise. Je tombe sur une personne d'environ 1m70, un peu frêle, équipé d'un bonnet et forcément d'un gilet jaune. L'individu a un foulard qui dissimule une charge explosive. La quantité, je ne peux pas la déceler. Par contre, je m'aperçois tout de suite que c'est une charge d'une grenade de la police. Il n'a pas le visage masqué, il ne se cache pas, il parle assez librement. On n'est pas obligé de lui tirer les verres du nez. Il y a un contact assez naturel qui se fait avec lui. Je l'ai appelé et je lui ai fait signe de la main. Et je lui ai expliqué justement tous nos faits et gestes et j'allais lui dire comment ça allait se passer, la relève. C'est moi, je suis là, équipé comme les membres du raid. Je lève la main là, vous me voyez? Il y a trop de CRS autour de moi. C'est angoissant pour moi. Et ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Non mais alors justement, là, les hommes du raid que vous voyez, ils sont là pour prendre la relève, d'accord? Tous les CRS que vous voyez vont reculer. Et je vous promets que personne s'approchera de vous, d'accord? Les hommes du raid, ils sont pas là pour vous sauter dessus. Ils vont venir vers vous, lentement, et comme ça, moi, je vais pouvoir m'approcher avec eux, d'accord? Ok, parce que les CRS depuis Notre-Dame-des-Landes, je peux plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand on veut empêcher la construction d'un putain d'aéroport qui pollue et qui détruit un département, on nous tape sur la gueule. C'est les mêmes qui hier nous traitaient d'hippies et d'écolos, qui aujourd'hui veulent notre peau, parce qu'on défend notre pouvoir d'achat. Ils n'ont pas compris qu'on voulait juste vivre. Mais rapprochez-vous, qu'on se parle en vrai, d'homme à homme. J'en ai marre du téléphone. Alors, par contre, je peux pas avancer tant que vous aurez une grenade dégoupillée dans la main. Hein, si vous voulez entrer dans un dialogue, comme vous dites, d'homme à homme, de voix à voix, il va falloir que vous rangiez tout ça. Ok? On a commencé à parler à distance, à la voix, et forcément, lui, il avait envie de se rapprocher parce que quand on parle à distance, on n'entend pas forcément très bien. Des fois, il y a le brouhaha naturel de la ville parce qu'on est quand même dehors, on est en pleine station de lavage, il y a une station-service à côté, il y a la vie qui continue. Hein. Et donc, il a envie de se rapprocher, mais moi, je lui dis que ce n'est pas possible dans la mesure où il a sa grenade qui est dégoupillée, quoi. Il nous dit clairement qu'il n'en veut pas à la police, il fera pas de mal à la police, ce qui permettra au négociateur de lui dire « Écoute, je veux bien m'approcher, mais dans ce cas-là, tu regoupilles ta grenade et tu te calmes. » Il s'est rendu compte que s'il voulait se rapprocher de moi, il fallait qu'il fasse preuve donc de subtilité et il a regoupillé sa grenade et il s'est rapproché ensuite de notre gros bouclier balistique. Bon, maintenant qu'on se parle comme vous le souhaitiez, là, d'homme à homme, hein, les yeux dans les yeux. Vous voulez bien m'expliquer pourquoi vous faites ça? Vous allez voir, c'est simple. Moi, je veux juste qu'une délégation de gilets jaunes soit reçue à l'Élysée. Je suis pas un violent, vous savez. J'ai pas envie de faire du mal à qui que ce soit. Je veux juste que le mouvement soit reconnu et entendu. Vous voulez rencontrer le président? C'est bien ça? Non, pas moi. Une délégation. Des gens triés sur le volet qui vont pouvoir défendre la cause. Mais vous voulez envoyer à l'Élysée des gilets jaunes que vous connaissez? Vous avez des noms? Non.
Pas encore, mais on choisira des personnes du mouvement, des personnes charismatiques et éloquentes. Vous comprenez? Pas des gens comme moi. Des gilets jaunes qui sauront parler à M. Macron et qui défendront les intérêts de tout le monde. On est dans un contexte, juste après la première semaine, l'acte 1 des Gilets jaunes, où justement il y a beaucoup de revendications, il n'y a pas encore réellement de formalisation de leader, il n'y a pas de leader identifié, et donc c'est extrêmement flou comme revendication. Il n'y a pas eu de demande réellement exprimée, autrement que par lui, de réception d'une délégation à l'Élysée. Donc il ne relaie pas un message qui existe déjà de demande de réception d'une délégation à l'Élysée. On sait que de toute façon ce sera refusé, puisque demain, dans ce cas-là, ça devient un moyen de pression. Le papa qui n'a pas la garde de ses enfants, il se retranche et puis il demande à être reçu par le président. Une personne qui a besoin de papier français se retranche et demande à être reçue par le président. Enfin voilà, si on commence à dire oui à une personne avec des difficultés, ça va devenir un mode d'action qui est juste impossible. Ça va être tout le travail du négociateur, justement, de lui faire baisser cette demande, qu'il soit quand même content de ce que l'on peut lui proposer en retour. Mais c'est vrai que toute la première partie de la négociation, c'est compliqué parce qu'il ne démord pas de cette demande. On ne peut pas tout donner non plus à la négociation. Imaginez pour le nouveau monde électrique. Imaginez pour aller plus loin. EQA, le nouveau SUV compact 100% électrique de Mercedes EQ, imaginé pour le futur, à vivre maintenant. Bon, ça me paraît compliqué ce que vous me demandez là. L'Élysée n'agit pas sous la contrainte ou sous la menace. Il y a tout un protocole à respecter pour pouvoir rencontrer le président. Et je suis pas sûr que vous vous y prenez de la bonne manière là. Je sais très bien tout ça. Mais là, j'ai plus le choix. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'on m'écoute et qu'on me prenne au sérieux, quoi. Mais regardez tout autour. Là, il y a plein de monde qui est là pour vous. C'est justement parce qu'on vous prend très au sérieux. On est là. On vous écoute et on veut pas que vous vous fassiez du mal. Aucun rendez-vous avec un président ne mérite de mourir. Vous êtes là parce que j'ai des explosifs autour du cou. Si j'étais à la même place, les mains dans les poches, il n'y aurait personne pour m'écouter. Alors arrêtez maintenant. Ouais, vous avez raison. Ouais, vous avez sûrement raison. Mais le mouvement, lui, depuis une semaine, toute la France l'entend là. Et l'Élysée aussi a forcément pris en compte toute la première vague de manifestations qu'il y a eu. C'est quand même sans précédent. Mais ça fait qu'une semaine. Il faut aussi laisser le temps aux autorités politiques de s'organiser, de prendre en compte toutes les revendications qu'il y a eu pour pouvoir justement y répondre du mieux possible. Moi, je crois que notre cause est juste. Et comme toutes les causes justes, on peut mourir pour elle. Alors je ne bouge pas d'ici tant que Macron ne recevra pas une putain de délégation. On sait en effet que c'est vraiment important pour lui. Il a que ça en tête. Maintenant, on sait pas pourquoi il est prêt à y laisser sa vie pour que cette délégation soit reçue. On lui demande comment il en est arrivé là. On essaie de trouver l'élément déclencheur. Et c'est une discussion où là, on rentre justement dans l'écoute, dans le dialogue. Il avait envie de parler. Et donc, moi, ça tombait bien parce que j'avais envie de l'écouter. Donc, on a parlé pendant un bon petit moment. J'ai pas toujours été comme ça, vous savez. Avant, je croyais aux institutions. J'ai fait l'armée. Je votais à toutes les élections. Un vrai républicain, quoi. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je me suis simplement rendu compte que tout ça, c'était que des mensonges. En 2005, comme la majorité, j'ai voté non à la réforme de la Constitution européenne. Et 3 ans plus tard, Sarko a bafoué la décision du peuple en la faisant passer quand même de force, avec ce putain de traité de Lisbonne. C'est pas l'idée que je me faisais de la démocratie, je peux te dire. J'étais pas un révolutionnaire. Mais tu vois, depuis ça, je crois plus du tout au système. Ok. Tu me dis que tu crois plus au système et pourtant tu veux qu'une délégation rencontre le président. C'est pas très logique, ça. Parce que malheureusement, c'est lui qui a le pouvoir. C'était pareil pour Notre-Dame-des-Landes. Là-bas, j'ai rencontré des gens qui pensaient comme moi. Ils sont devenus ma famille, tu comprends? Alors un jour, Hollande m'avait promis de nous recevoir, et j'y croyais, moi. Et bah, c'est les CRS qu'on a reçus. Et t'as ressenti ça comme un échec? Mais pire que ça. Moi, j'ai plus vraiment de famille, tu vois. Mon père, c'est un flic comme toi. Et je l'ai pas vu depuis des années. Et avec Hollande, je les ai déçus. Je les décevrai pas une deuxième fois.
C'est pour ça que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Il nous explique tous ses échecs. Il nous explique qu'il est dans un ras-le-bol, qu'il a aussi eu des échecs professionnels, qu'il a eu des échecs familiaux, des échecs sentimentaux également. Il est au bout, il en a ras-le-bol. À ce moment-là, on pense également au suicide. Donc c'est quelqu'un d'assez déprimé, qui a été suivi pour un état dépressif, psychologiquement, et qui accumule pas mal d'échecs, notamment il devait être reçu par Monsieur Hollande en 2015 à l'Élysée, et ça n'avait pas pu se faire. Donc là, il veut vraiment aller jusqu'au bout et ne lâche pas sa revendication principale. Il est prêt à y rester si besoin, il ne s'arrêtera pas là, et il veut vraiment que la délégation soit reçue à l'Élysée. Je veux blesser personne, moi, tu sais. Je veux pas faire de dommages collatéraux, sinon je me serais mis à l'entrée du centre commercial, là. Ou dans la station essence, même. Ouais, mais c'est quand même des explosifs que t'as sur toi, là. Tu peux me blesser, moi et mes collègues. Ah, t'inquiète. Je les ai bien dosés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis pas un amateur. Je te l'ai dit, j'ai fait l'armée. Je sais faire. J'ai 34 grammes de Semtex autour du cou. 34 grammes? Le raid me dit que tu peux faire sauter 2 portes blindées avec ça, là. Ça va te décapiter net. Exactement. Je te l'ai dit que je savais faire. Il a un discours qui est crédible parce qu'il nous parle des éléments techniques qu'il a sur lui. Donc c'est quelqu'un qui connaît le dispositif. Et en même temps, on est obligé de s'en tenir à ce qu'il dit parce qu'il camoufle ce qu'il a. Donc on voit un détonateur, on voit un bout de fil électrique, mais la plupart de son dispositif est caché sous un gilet jaune qu'il a sur lui. Et donc c'est pour ça que dans le temps de cette négociation, on va essayer d'avoir d'autres informations qui vont pouvoir confirmer ou non qu'il est crédible. C'est un système artisanal. On ne sait pas exactement la sensibilité du déclenchement. On ne sait pas exactement si ça fonctionne. On ne sait pas par quel procédé il peut le mettre en action. Il y a des enquêteurs de la police judiciaire qui vont se rendre à son domicile, en banlieue d'Angers, et qui vont découvrir dans sa maison des centaines de produits explosifs. Et là, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui est sérieux, qui peut avoir quelque chose de fonctionnel. Et donc là, on prend la mesure qu'il peut arriver quelque chose, qu'il peut blesser nos fonctionnaires, mais qu'il peut aussi se tuer. C'est vraiment dangereux pour lui et pour nous, puisque là, on est vraiment en négociation à la voix, en face à face. Donc on ne peut pas être trop loin, parce que sinon on hurle pour se parler, et le but, c'est au contraire de s'apaiser et de ne pas hurler. En même temps, il y a ce risque d'explosion à tout moment. Donc c'est vraiment une position de négociation compliquée. Dès que ça commence à être diffusé et que le mot explosif ressort, où on a l'information via les réseaux sociaux notamment, que le mouvement des Gilets jaunes se désolidarise de cette personne à cause de cet emploi d'explosifs. Et tout de suite, on lui a dit, écoute, les Gilets jaunes, c'est un mouvement pacifiste. C'est comme ça qui se présentait. Donc, toi, tu arrives, tu as une grenade. Est-ce que tu crois que tu vas être soutenu par la communauté des Gilets jaunes? Et en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Écoute, tu me dis que tu fais ça pour ta famille, hein, celle que tu t'es construite, que t'es prêt à y laisser ta vie. Mais là, moi, je peux te dire qu'en ce moment, les Gilets jaunes de leur côté, ils sont effrayés par ce que t'es en train de faire. Comment ça? On m'a informé que ton action n'est pas comprise par le mouvement. Et comme tu sais, tu me l'as d'ailleurs dit toi-même, les Gilets jaunes se veulent pacifistes. Alors tu comprends qu'employer des explosifs, ça leur fasse peur. Je savais que ça ne leur plairait pas. Mais dans toute cause, il faut bien un martyr. Non, moi je crois que tu te trompes. Hein, tu fais partie d'un jeune mouvement, qui n'est qu'à ses prémices. Regarde, demain est prévu l'acte 2. Et tu crois que si tu passes à l'action, les chaînes d'infos vont parler de vos revendications ou de l'homme qui s'est fait exploser? Hein, avec un truc comme ça, tu risques plus d'entacher le mouvement que de lui apporter un réel bénéfice, crois-moi. Tu sais, il n'y a pas d'autre alternative. Et ça, vous le comprendrez plus tard. Il a eu une déception, je pense, parce qu'il s'est dit, zut, je suis peut-être plus soutenu par mes frères d'armes, tout simplement. Mais pour lui, c'était le seul moyen d'être pris au sérieux. Ouais, clairement, ça le met dans le doute, et il ne sait pas tellement comment prendre la nouvelle. Et ça l'enfonce un petit peu plus dans sa déprime. Donc ça, il va accuser le coup, et ça va commencer à le faire réfléchir un petit peu.
Et on apprend très vite que le préfet, lui, est prêt à recevoir dès le lendemain une délégation de Gilets jaunes dans les murs de la préfecture du Maine-et-Loire. Tu sais, il y a le maire qui est là. Il y a le préfet qui est là. Toutes les autorités de l'État sont sur place et t'entendent. Et alors? En quoi ça va m'aider? Il faut que tu oublies l'Élysée, là. C'est trop compliqué. Je peux pas te garantir une chose comme ça. Et si je te disais le contraire, je te mentirais. Mais en revanche, monsieur le préfet, lui, s'est engagé à recevoir dès demain une délégation de Gilets jaunes. Et si tu le souhaites, bah, c'est quelque chose qui est possible. Le préfet, c'est pas le président. Ouais, mais c'est quand même une victoire. C'est super, ça veut dire que ton message, ça y est, il a été entendu. Le préfet, c'est un homme important et occupé. Il ne reçoit pas n'importe qui. Et pourtant, il est là. Et il s'engage à recevoir une délégation. Il peut même te le garantir par écrit, si tu veux. On a des chaînes d'infos qui nous filment en direct et qui filment cette personne en direct et la négociation. Ensuite, il y a eu l'allocution du ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Une personne dotée d'un gilet jaune s'est présentée à proximité d'une station essence, a montré une grenade explosive, a indiqué qu'il était porteur de produits explosifs. Il a demandé à rencontrer le président de la République, mais avant cela, nous avons envoyé à la fois le RAID et les démineurs qui sont en cours d'évaluation du risque et de la situation. À l'heure qu'il est, je n'ai pas plus d'informations que cela. Clairement, toutes les chaînes en parlent. Sur le temps de quelques heures, c'est en boucle sur les télés. Donc oui, son action a quand même porté ses fruits. Donc c'est peut-être temps maintenant de s'arrêter et de ne pas y laisser sa vie. C'est bon. Ton message est passé. Il est passé à travers les médias. Même le ministre de l'Intérieur vient de faire une allocution te concernant. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Je te l'ai déjà dit que je te mentirais pas. Tu m'as pas menti jusqu'à maintenant, et ben moi c'est pareil. Je suis là face à toi et je te dis les choses telles qu'elles sont. On est sincères l'un envers l'autre, là. Et je te le répète, Monsieur Castaner, c'est un ministre d'État, c'est quelqu'un qui est important sur la scène politique, il a été porte-parole de l'Élysée, il compte aux yeux du président Macron et il parle de toi. C'est quand même pas rien, ça. Je peux pas. Ça serait un échec de plus, je dois aller jusqu'au bout. Et ça fait déjà bien longtemps que j'ai plus rien à perdre, tu sais. Attends. Ce que t'as fait, là, c'est pas resté vain. T'as obtenu un rendez-vous avec le préfet. Les ministres parlent de toi. Et la France entière est au courant de ton engagement. C'est déjà énorme. T'en as conscience? Je sais pas, j'ai plus grand-chose. Ce que t'as obtenu là, c'est déjà une victoire. Hein. Et il va falloir que tu l'acceptes. T'as plus de raison de vouloir attenter à ta vie. Ton message, il est passé. Ça aurait plus de sens maintenant. Il nous dit qu'il est vraiment prêt à laisser sa vie. Donc c'est vraiment qu'il a cette espèce d'esprit de sacrifice et un besoin d'être reconnu par d'autres. Les Gilets jaunes, pour lui, c'est peut-être une nouvelle famille. Et il nous disait que quoi qu'il arrive, s'il n'avait pas satisfaction, il n'hésiterait pas. Il n'avait aucun grief contre la police, contre nous. Donc s'il s'éloignerait, il n'hésiterait pas à passer à l'acte pour qu'il soit entendu et que son action, au moins, ne soit pas vaine, quoi. Tu sais, il n'y a vraiment qu'une seule période dans ma vie où j'étais fier de ce que je faisais. C'est quand j'étais dans l'armée. Et t'étais où? À Pau, chez les paras. Tu vois, je garde même mon béret rouge toujours sur moi. Qu'est-ce que ça représente à tes yeux? Là-bas, j'ai découvert le sens de l'honneur. Je me sentais considéré, respecté, utile. Ça paraît rien, hein. Mais ces valeurs, elles sont essentielles. Ici, personne ne se fait confiance, c'est l'individualisme. Tout le monde ne pense qu'à sa petite vie, sa petite gueule, sans se préoccuper de ceux qui sont en galère. Et au sein des Gilets jaunes, t'as retrouvé cette solidarité. Ouais, c'est vrai. C'est justement pour eux que je dois aller jusqu'au bout. Je t'assure qu'il n'y a aucun de tes camarades qui a envie de te voir mourir en direct à la télé. Toi qui parles d'honneur, tu sais que c'est pas très honorable le suicide. Ta lutte, elle est pas terminée. Et un militaire, ça se relève et ça continue d'avancer. Et il prend conscience de tout ça, il craque, il pleure et on le rassure. On lui dit que son message a été entendu, il est au bout de son action et que maintenant c'est le moment de rentrer chez soi. D'autant plus qu'il a la pluie qui s'acharne, il commence à montrer des signes de faiblesse, de fatigue. Il s'assoit, il se lève, il pleure. Il nous a jeté le béret rouge dans nos directions, il nous a jeté ses ailes de para également. Et il nous a dit que cette période comptait énormément pour sa vie. Donc là, on a eu peur d'un éventuel passage à l'acte. Ouais, c'était symbolique pour lui, je pense, pour dire qu'il était prêt à, malgré le fait qu'il ait servi la France, qu'aujourd'hui, il ne croyait plus et
et qui voulait faire une action d'éclat pour aider ses camarades. Il était fatigué déjà. C'était quelqu'un qui était dans un état dépressif malgré tout, qui il ressassait depuis quasiment 4 heures tous les échecs de sa vie. Et malgré le fait qu'on le rassure, qu'on l'entende, qu'on l'écoute, malgré tout, il avait ressassé ça dans sa tête et ça lui faisait du mal. Écoute, ça fait maintenant 4 heures qu'on discute là tous les deux. T'as obtenu un rendez-vous à la préfecture, c'est déjà une très belle victoire. T'as pas de raison d'aller plus loin. Ça se voit que t'es un mec bien. T'es pas un fou. Tu défends une cause qui est noble. Mais là, on est tous les deux trempés, il fait froid. T'as pas envie de boire un café au chaud et qu'on discute un peu? Je te promets que ça peut se passer comme ça. Si toi, de ton côté, tu fais pas de conneries, ça peut se passer comme ça. Putain, vous me prenez pas au sérieux, hein, Sandek. Je le sens, quoi. Qui me dit que vous n'allez pas retourner votre veste et que je verrai jamais le préfet? Est-ce que tu veux lui parler? Quoi, maintenant? Oui, je te l'ai dit, il n'y a pas de mensonge. Le préfet, il est déjà là. Et si tu veux, il peut venir te le dire lui-même qu'il est prêt à recevoir une délégation. Ah, si c'est possible, d'accord. Par contre, tu dois me garantir qu'après, tu te montreras raisonnable. On prend toujours en compte la revendication telle qu'elle est formulée par le forcené, mais en fait, c'est pas réellement ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il veut réellement. Et en fait, bien souvent, dans les situations de forcené ou de prise d'otage, quand il y a des revendications, c'est qu'en réalité, derrière, il y a autre chose. Il y a une réelle revendication. On s'est dit, finalement, il n'est pas si proche que ça du mouvement des Gilets jaunes. Il ne tient pas absolument à être l'égérie du mouvement, à ce qu'une délégation soit reçue. Il veut simplement qu'on l'écoute et qu'il soit entendu par quelqu'un qui représente l'autorité. Donc pour apporter du sérieux à ce rendez-vous, on a joué une carte qu'on avait sous le coude depuis le début. On a joué la confrontation entre le préfet et lui. Compte tenu de la personnalité de la personne qui était un ancien militaire, qui a sorti un béret rouge, qui avait un drapeau français, qui nous semblait vraiment respectueux des institutions, le fait de faire intervenir un préfet de la République, c'était vraiment peut-être un élément qui a été, en tous les cas, déclencheur pour la reddition de l'individu. Et c'est pour ça qu'on a fait quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. On s'est dit, on va associer celui qui a dirigé la crise, le préfet. On va lui demander de rentrer dans la négociation, alors qu'une de nos règles d'or, c'est le chef ne négocie pas. Donc là, on s'est dit, c'est vraiment notre joker, c'est notre dernière carte à jouer, ça peut être de nature à régler la crise. Donc on a demandé au préfet de sortir du PC, d'aller sur le parking, à une dizaine de mètres du forcené. Et alors, évidemment, on l'a protégé, on l'a fait accompagner par des opérateurs du RAID, il avait un gilet pare-balles, mais le préfet s'est adressé directement à lui et ils ont discuté. Les Gilets jaunes qui manifesteront, parce que demain il y aura des manifestations, le mouvement, vous le savez, il va continuer. Les Gilets jaunes qui vont manifester demain, je les recevrai, je les écouterai, je les entendrai. Donc votre action n'a pas été vaine. Le préfet avait suivi l'évolution de la négociation depuis le début de la crise. Il était également en relation avec les autorités politiques parisiennes. Donc il avait vraiment une très bonne connaissance globale de la situation et il a su amener, on va dire, l'individu là où il le souhaitait. Il fait un parallèle sur son passé militaire et il se sert justement de cette période de sa vie qui a été importante pour lui. Et je sais ce que ça représente un béret rouge comme ça. Je sais ce que représente aussi un drapeau bleu-blanc-rouge tel que vous l'avez. Ce sont des valeurs auxquelles vous êtes attachés et ce sont des valeurs aussi qui sont les nôtres. Alors, comme un soldat, comme on l'a fait parfois ailleurs dans d'autres combats, il y a des moments où il faut savoir rendre des armes. Et je vous le demande, avec honneur et avec respect, Laurent, arrêtons là ensemble. Le préfet a cet effet escompté de nous faire avancer de la négo, de finir de persuader la personne que son action n'était pas vaine et qu'une délégation va pouvoir être reçue dès le lendemain. Il a encore un petit peu de doute. Le négociateur continue à discuter avec lui. Monsieur le préfet a raison. Il est temps que tu déposes les armes. T'es arrivé au bout du combat, là. Mais tu vois, ton action n'est pas restée vaine. Il n'y a pas eu d'échec ici. T'as obtenu quelque chose, et quelque chose d'important. Qu'est-ce qui va m'arriver si je me rends? On va discuter un petit peu tous les deux au chaud, et puis après tu seras pris en charge par la police judiciaire qui t'emmènera en garde à vue.
Pour le reste, je peux pas te dire. Moi, je suis pas la justice. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est ce que t'as de mieux à faire. Écoute, fume une dernière cigarette, mais réfléchis pas trop. Hein, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu m'as dit que c'était important pour toi d'avoir le sens de l'honneur. Et bah tu vois, cette histoire, elle doit bien se terminer. Il a fini sa cigarette et il s'est dirigé vers son brevet, vers son béret. Il les a ramassés, il les a rangés méticuleusement dans son sac. Et il me dit qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et je lui ai expliqué tout le protocole de reddition qu'il a accompli avec sérénité et calme. Comme chaque négociation, on était dans une volonté d'aide. Et là, en l'occurrence, le dialogue s'est fait. Et il y a eu un contrat de confiance qui s'est établi au cours de cette négociation. On est parti de monsieur, nom, prénom, et du vouvoiement à la fin à s'appeler mutuellement par nos prénoms au tutoiement. C'est vraiment une complémentarité pour un groupe d'intervention d'avoir en son sein des négociateurs. La preuve, la résolution de nos crises, dans plus de 80% des cas, viennent du travail de la négociation. La situation qu'on a connue à Angers nous a fait dire qu'il fallait se préparer à faire face à d'autres situations dans le mouvement des Gilets jaunes. Et ça s'est révélé vrai, puisque quelques semaines après, on a eu cette prise d'otage à Blagnac, quelqu'un qui se revendiquait du mouvement des Gilets jaunes. Donc cette fois, on était un peu mieux préparés. À 16h30, on est déclenché pour une prise d'otage à Blagnac, donc à côté de Toulouse. Tout de suite, on s'équipe et on se met en convoi et on prend la route. Ça va très vite et on n'a jamais toutes les informations dès le départ. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un jeune homme qui est rentré dans un bar, qui a fait évacuer les clients, mais qui a gardé 4 ou 5 otages à l'intérieur qui sont des employés du bar et la patronne du bar. C'est les seuls éléments qu'on a à ce moment-là, ce qui fait que toutes les hypothèses s'ouvrent devant nous. On pense à plusieurs solutions, on pense bien évidemment à un acte terroriste, mais également à un braquage qui aurait mal tourné. On a comme information de départ un individu qui se présente avec une GoPro, en fait, avec une caméra. Dans ce sac, il y a des armes. Très bien. Là, j'en ai une. J'ai des otages. Donc ça nous fait craindre un acte terroriste, puisqu'on sait que sur pas mal d'affaires terroristes, les individus filmaient leurs actions pour les envoyer et revendiquer ce qu'ils venaient de commettre. Donc on est assez inquiet sur la tournure que peut prendre cette affaire. Mais dès le départ, on va faire comme si la situation était la plus critique possible, pour faire face justement à toute éventualité. Les collègues commencent à s'équiper, moi je suis négociateur, je me rapproche des autorités et je vais à la pêche aux informations parce que j'arrive sur place, ma feuille elle est blanche. La personne, on sait qu'elle est arrivée en trottinette, qu'elle revendique d'avoir des explosifs et qu'elle est armée. Voilà ce qu'on a tout au départ. Et là, je tombe sur le directeur adjoint qui me dit « je l'ai eu au téléphone, il veut absolument parler au négociateur du raid ». On me donne juste un numéro de téléphone et je prends attache avec le preneur d'otage. C'est super compliqué parce que je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas quel âge il a, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas s'il est connu de la police, je ne sais pas si c'est un délinquant ou pas. Je ne sais rien du tout. Dedans, j'ai 4 otages. Je ne sais pas si ce sont des hommes, des femmes, d'où ils sortent, qui ils sont, je ne sais rien du tout. Je pars dans le flou total. Bonjour, je suis Vincent, négociateur du raid. Vous avez cherché à me contacter, donc je suis là. J'ai 4 otages. Si tu fais pas ce que je te demande, je vais les buter. J'ai un fusil d'assaut, du C4 et des mises à feu. De quoi faire péter tout le bâtiment.
Si tu fais pas ce que je te demande, je te préviens, je vais les buter un par un. Je suis là pour accomplir une mission, et je vais l'accomplir jusqu'au bout. Une des premières missions dont va se charger mon négociateur, voilà, c'est lors de la prise de contact d'essayer de voir quelles sont les revendications du preneur d'otages et également avoir d'autres choses, d'autres petites informations, notamment sur le nombre d'otages. Tout de suite dans ma tête, je me dis ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et ça va être intense parce que j'ai quelqu'un qui a une voix sereine, qui est déterminé, et il le dit, et il y a 4 otages. Et là, je me dis, j'ai la responsabilité de 4 personnes, de 4 vies entre les mains. Donc, je sais très bien que ça va être long. Est-ce qu'il est habitué des lieux? Est-ce qu'il connaît les personnes? Pourquoi il a fait ça? Quel est son élément déclencheur? Voilà l'ensemble des questions qu'on va se poser. J'essaie de cerner un profil parce que j'ai toujours pas d'identité. Je sais pas à qui je parle. Et je me dis, voilà, il a une trentaine, quarantaine d'années. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle. Et surtout qui détient encore les otages qui sont stressés. Et moi, ma mission première, c'est de faire sortir les 4 personnes, quoi. Allô? Ouais, c'est moi. Écoutez, vous avez demandé à me parler. En revanche, vous ne m'avez toujours pas donné votre nom. Comment je peux vous appeler? Tu m'appelles monsieur, un point c'est tout. Tu m'appelles monsieur et tu fais ce que je te demande, sinon je bute un otage. Alors, on reste calme. Si vous m'avez appelé, c'est d'abord pour qu'on discute. Qu'est-ce que vous voulez? Attends, je me rapproche des baies vitrées, je vais regarder quelque chose. Regardez quoi? Il y a trop de flics là. Tu crois que je vois pas votre dispositif? Il y a 2 snipers sur le toit en face à gauche, la colonne d'assaut dans l'angle mort cachée derrière son bouclier. T'as 1 minute pour me faire dégager tout ça. Si dans 1 minute ils sont pas partis, je tue l'otage. J'ai la propriétaire du tabac avec moi là. Si vous ne bougez pas, je la tue. Attendez. Vous me parlez de quel endroit? Parce que moi je suis dans un véhicule de police. 59, 58, 57... Écoutez, je raccroche. Je vous rappelle. Non, tu raccroches pas. Tu restes en ligne et je décompte. 53, 52, 51... Là, j'obtempère et je peux pas instaurer un dialogue. J'essaie de parler, il me laisse pas parler, en fait. Il verrouille la discussion, qui n'en est même pas une, puisqu'il me pose des ultimatums, il me donne des ordres, et il me donne des infos qui sont crédibles. Et là, tout de suite, je me dis, c'est un ancien militaire ou un collègue. Il y a combien de policiers? Il y en a pas? Non. Très bien, revenez, refermez. Pendant 1 heure, il va jouer à aller aux baies vitrées avec une otage, la menaçant et me mettant des ultimatums. Et je vais aller voir les autorités à chaque fois pour faire déplacer. Il ne veut plus voir de policiers. Il veut plus voir de policiers autour, et c'est comme ça. Ça va être très simple. J'ai demandé à la police de faire reculer leur effectif. Vous savez très bien pourquoi. Ensuite, je lui dis voilà, je le rassure. Je lui dis écoutez, monsieur, puisque je l'appelle toujours monsieur, je lui dis j'obtempère à ce que vous me demandez. Maintenant, moi, la seule chose que je vais vous demander, c'est qu'on instaure un dialogue et je veux savoir déjà si les otages vont bien. Écoutez, moi j'ai tenu parole, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'espère que de votre côté, ça va bien se passer avec les otages. Maintenant, on échange tous les deux, on discute entre 2 hommes de parole. Elles vont bien, les otages vont bien. Vous m'avez dit que vous aviez 4 otages. Ce sont 4 femmes, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Il y a la patronne, ses filles et une employée, je crois. Et elles, la situation, elles la vivent comment? Mais les otages vont bien, t'inquiète pas. J'en prends soin. Elles ont à boire et manger, sont tranquilles dans un coin. Tant que tu feras ce que je te dis, il leur arrivera rien. Très bien. Mais vous ne m'avez pas dit ce que vous vouliez. Vous avez un objectif. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là pour accomplir une mission. J'ai été commandé pour accomplir une mission et je vais l'accomplir jusqu'au bout. C'est quoi votre mission? Tu verras. Moi, je pense à une tuerie de masse. Ouais, tout de suite. Là, je me suis dit, là, il faut que je fasse le job et il faut que je doute à aucun moment. J'ai pas 1 seconde d'hésitation parce que sinon, ça va être terrible. Et je me dis, si tu 4 otages, 4 personnes, il tue 4 familles. Et je me dis, non, c'est pas possible. Donc là, je me dis, il faut être bon. Il faut être bon, tout simplement.
Allô? Oui, c'est moi, c'est Vincent. J'ai bien compris que vous aviez une mission et qu'elle était importante pour vous. Mais si vous êtes arrivé à cette situation aujourd'hui, c'est qu'il a dû se passer quelque chose d'important dont vous voulez parler, peut-être. Moi, je sais ce que c'est de galérer. Je sais ce que c'est les fins de mois où il n'y a plus rien. C'est toujours la même chose, de toute façon. C'est toujours les mêmes qui s'enrichissent sur notre dos. On est ceux d'en bas, ceux qui ne pourront jamais remonter. C'est pour ça qu'on se bat. J'entends ce que vous dites. Vous savez, moi, je suis policier. Je fais partie de la classe moyenne. Non, vous savez, il y a... c'est pas la même chose. Toi, t'es à leur service. T'es là pour empêcher le peuple de reprendre ce qu'on lui a appris. Mais tu vas voir tout ça, ça va changer. C'est ma mission. J'essaie de rentrer dans sa vie intime, en fait, à un moment donné, mais il se livre très peu. Il me dit que, de toute façon, il fait partie de la classe moyenne, voire de la base, et qu'il a toujours trinqué, en fait, sur le plan financier, sur le plan matériel, et que maintenant, il fallait que ça cesse. Mais il s'étale pas plus, en fait. Il s'étale pas plus parce que il veut pas se donner son identité, il veut pas trop en dire, en fait. Il veut pas trop se révéler. Donc il revient vite vers sa mission. Alors les gars, je suis pas un terroriste, hein, d'accord? Je fais juste ça pour que les gens y vivent mieux, d'accord? Je leur ai fait aucun mal. Je suis une milice armée qui cherche juste que l'État soit plus juste. J'arrive plus à parler. Au bout d'un moment, il y a une bascule qui s'opère. Il nous annonce qu'il est proactif, il partage les idées des Gilets jaunes et que lui-même est Gilet jaune et qu'il est un représentant du mouvement Gilets jaunes. Donc ça nous donne déjà une petite connotation, un lien d'accroche, puisqu'on est en pleine actualité des Gilets jaunes à ce moment-là. C'est vrai que dès qu'on a l'information que le jeune se revendique du mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai qu'on va repenser à notre affaire d'Angers, du centre commercial du mois de novembre 2018, où notamment on avait utilisé l'argument pour la personne en crise suite à l'utilisation d'explosifs, que ses camarades Gilets jaunes se désolidarisaient de son mouvement. Donc c'est une idée qu'on va reprendre aussi pour la négociation de Toulouse-Blagnac, puisque la majorité des comités de Gilets jaunes se veulent pacifistes et ne sont pas d'accord avec l'explosif, les armes à feu, etc. Tu veux savoir qui je suis? Je suis un bras armé des Gilets jaunes et j'accomplirai ma mission jusqu'au bout. On me l'a demandé. Ok, je comprends mieux. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, alors je me permets de vous le dire. Jusqu'à présent, les Gilets jaunes n'ont eu que des actions pacifiques. C'est un mouvement sans violence. Et là, vous êtes pas un peu hors cadre? Ça te regarde pas. T'as pas à connaître les détails. Ce que je peux te dire, c'est que moi je fais partie d'une milice, et si je ne vais pas jusqu'au bout, il y aura des représailles. Attendez. Je comprends pas la finalité de votre action. Vous voulez que ça se termine où? T'as pas à savoir. On me l'a demandé, c'est tout. J'ai été formé, tu sais. J'ai fait des stages militaires. Je sais parfaitement ce que j'ai à faire. Mais qui sont ces personnes qui vous l'ont demandé? Je peux pas te le dire, sinon je serais puni. Mais tu verras. Je serai pas seul. Il y en aura d'autres, dans toute la France. Des prises d'otages? Ouais, tu verras. Il me dit qu'il a été commandité par des personnes et que de toute façon il me le dirait pas et que s'il me le dit, il sera puni. Ils lui feront payer et donc il ne me dira pas ce que c'est et il ira au bout de cette mission. Les actions prochaines seront vers la Bastille, Paris. C'est une info que je donne cadeau. On se rend compte assez rapidement qu'il n'est pas directement lié dans l'organisation du mouvement de protestation des Gilets jaunes, puisqu'il n'y a pas de manifestation de soutien qui s'organise. On sent effectivement qu'on a affaire à un individu qui n'a pas forcément tous ses esprits et qui est vraiment en situation de crise au niveau purement psychologique du terme. J'essaie de jouer sur sa sensibilité, en fait, par le biais des otages. Voilà. Puisqu'il me dit qu'il en prend soin. Il me dit qu'il leur a donné à boire et à manger, qu'il les emmène aux toilettes, qu'il les accompagne. Et là, je joue beaucoup dessus. J'entends bien ce que vous me dites. J'entends que vous avez une mission. Mais là, les personnes que vous avez prises en otage qui sont à côté de vous, c'est pareil, c'est pas des gens fortunés. Elles font partie de la base, comme vous. Mais t'inquiète pas, je t'ai déjà dit que j'y fais attention. Tant mieux, c'est très bien. Et vous comprenez que moi, pour me rassurer, j'ai besoin d'une preuve. Je veux être sûr qu'elles vont bien. Vous pourriez me passer l'une d'entre elles? Bah écoute, je vais te passer quelqu'un. Je vais te passer la dame qui est à côté de moi, là. Allô? Bonjour, je suis Vincent, négociateur du RAID. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien, mais il y a une personne ici avec moi qui a des problèmes de santé. Elle n'a pas son traitement et je sais pas combien de temps elle va pouvoir tenir. Je la sens très stressée, mais je sens une personne qui, malgré tout, fait face.
Je sens une personne qui se contrôle. Et je sens une personne protectrice. Et là, moi, en tant que négociateur, je me dis c'est le lien pour faire sortir cette personne. Donc j'avise mes autorités qui me confirment bien que cette personne est malade, qu'elle a telle maladie. Et je reprends contact avec le preneur d'otage. Et là, on est à 2h30 de négociation déjà. Monsieur, vous êtes là? Ouais. Bon, j'ai un peu discuté avec elle. Vous prenez soin des otages et je vous en remercie. Parce que c'est vrai qu'elles ont une place qui n'est pas facile. Elles n'ont rien demandé à personne. Oui, je sais, mais c'est comme ça, j'ai une action à mener. Est-ce que vous savez que sur les 4 personnes que vous retenez, il y en a une qui est malade, qui a des problèmes de santé? C'est laquelle? C'est la jeune? Oui, c'est elle. Vous savez, elle n'a pas son traitement sur elle, donc son état va s'aggraver. Elle est très instable et avec le stress, ça peut devenir très compliqué à gérer. Pour vous comme pour nous. Vous comprenez ça? Mais moi, je sais ce que je fais. J'ai fait du secours en combat, et s'il faut la sauver, lui porter les premiers soins, je peux le faire. Je comprends bien. Mais c'est plus de son traitement quotidien que d'un infirmier dont elle risque d'avoir rapidement besoin. Ce que je peux vous proposer, c'est de voir avec nos médecins sur place s'ils ont les médicaments qu'il lui faut. Ok, mais vite. Ok, écoutez, je raccroche avec vous. Je vais voir le médecin et je vous rappelle. Non, tu restes au téléphone. Là, il veut pas raccrocher, il veut que je reste en ligne. Donc pour moi, c'est bon signe. J'ai réussi à inverser la tendance et j'insiste en fait. Il n'était pas ultra violent envers ses otages, donc déjà ça nous rassurait. Mais il avait cette instabilité qui nous faisait penser qu'à n'importe quel moment, effectivement, la situation pouvait dégénérer. À part le fait qu'il la libère pour qu'elle puisse conserver sa bonne santé et que lui aussi, derrière, n'aggrave pas forcément la situation. Donc on a un protocole qui est mis en place. La dame sort et je vois une personne choquée, traumatisée, en pleurs, en fait, qui réalise ce qui se passe, surtout en voyant le dispositif extérieur. Je vois une personne qui est en train de réaliser ce à quoi elle échappe. Après la libération de la première otage, en fait, mon chef d'unité me donne réellement son identité, donc son nom, son prénom, me confirme son âge. En cours d'intervention, sa mère se présente sur le dispositif pour signaler qu'elle pense fortement que c'est son fils qui est à l'intérieur de l'agence. Et elle nous fait part qu'il a quelques problèmes psychologiques, que c'est un individu assez déstabilisé. Donc quelque part, je suis rassuré parce qu'il n'a pas d'expérience, mais je me dis que par peur, il pourrait faire une bêtise. Je prends note et je me dis je ne vais pas m'en servir tout de suite parce que je le tiens bien. Il sent que je l'écoute